mouvement du secteur de la culture se poursuit. Plusieurs centaines de personnes se sont réunies lors d'un happening géant place de Verdun pour demander la réouverture des lieux culturels. La victoire leur échappe de peu. Le FCG recevait Perpignan au Stade des Alpes dans le cadre de la 24e journée de Pro D2, défaite 20 à 28. Du lundi 29 mars au mercredi 31 mars, l'Académie de Grenoble organise le printemps de l'orientation. 3 jours pour aider les élèves de seconde et de terminale à trouver leur voie. Nous en parlerons avec Sandrine Goasmat, directrice de Centre d'information et d'orientation. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce JT du vendredi 26 mars. L'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble, c'est toutes les heures à partir de 18 h. Au même moment où des centaines de Grenoblois réunis sur les quais de l'Isère se faisaient évacuer par les forces de l'ordre à l'approche du couvre-feu, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé le passage de l'Isère en vigilance renforcée. Désormais, le taux d'incidence est de 264 cas pour 100 000 habitants en Isère. Le taux de positivité des tests s'élève maintenant à 8%. La tension hospitalière continue d'augmenter et de dépasser maintenant les 100%. Plus de 600 personnes souffrant de la Covid sont actuellement hospitalisés dans le département. Après l'annonce jeudi de l'installation d'un vaccinodrome début avril à Alpexpo, le préfet de l'Isère a indiqué que le déploiement de centres de vaccination continuait et que les vaccinations s'accéléraient. À ce jour, en Isère, 15 centres pérennes de vaccination réalisent près de 3 000 vaccinations par jour. Le préfet annonce 1 000 à 2 000 vaccinations par jour dans le vaccinodrome d'Alpexpo. Manifestation ce midi, place de Verdun. Quelques centaines de personnes du monde de la culture se sont rassemblées pour un happening géant. Ils demandent la réouverture des lieux culturels ainsi qu'un plan de relance des activités artistiques. Le cortège a ensuite quitté la place de Verdun pour se rendre à la MC2, toujours occupée depuis maintenant plus d'une semaine. Ici, en fait, pour lutter pour les droits des travailleurs du secteur culturel, pour la réouverture des théâtres aussi, à côté de ça bien sûr, et plus largement aussi pour le retrait de la réforme d'assurance chômage qui va appauvrir beaucoup de gens qui sont déjà dans une précarité immense. Ça, c'est inacceptable. Pour les professionnels du spectacle vivant, ce qu'on appelle les intermittents, une reconduction de la période d'indemnisation de 12 mois à partir du moment où on pourra reprendre. Ensuite, des droits sociaux, parce qu'en ce moment, comme on ne travaille plus, on ne cotise plus. Donc des droits sociaux pour la formation professionnelle, pour les congés maternité, pour les arrêts maladie. En tant qu'étudiant, je lutte aussi pour qu'on soit plus accompagné au sortir de nos études. En fait, il y a une période déjà de base compliquée, mais alors là aujourd'hui dans le Covid encore plus tendu. En fait, le travail est déjà compliqué dans le milieu et là ça devient quasiment impossible. Ça fait un certain temps que maintenant beaucoup de lieux ont réouvert, et alors que les lieux culturels pas du tout. Alors que dans d'autres pays ça a été mis en place, comme à Madrid où tout est ouvert et où avec des mesures sanitaires comme le port du masque ou de la distanciation au niveau des lieux culturels, ça serait possible. Promenons-nous dans les bois quand les chasseurs n'y sont pas. À compter du 25 octobre, les promeneurs du bois d'Évouillan n'auront peut-être plus à se soucier de partager leur espace avec des personnes armées. Lors du dernier conseil municipal, une délibération a été prise pour demander le retrait de ces terrains du périmètre de chasse de l'ACCA, soit 150 hectares, propriété de la ville. Le droit de chasse existe toujours, mais reste à la commune. C'était maintenant ou dans 5 ans et un préavis de 6 mois est à respecter. Des projets sont à l'étude pour valoriser le site en collaboration avec la métropole. Le 17 mars dernier, le tribunal correctionnel de Grenoble a annoncé la relaxe de l'ancienne directrice des pompes funèbres intercommunales de Grenoble, Corinne Loyodis, accusée d'abus de biens sociaux. 18 mois de prison avec sursis et 30 000 € d'amende avaient été requis. Le tribunal correctionnel avait estimé que l'élément intentionnel n'était pas rapporté. Jeudi, le parquet de Grenoble a annoncé faire appel de cette décision. L'ancienne directrice des PFI devra donc s'expliquer de nouveau dans les mois à venir devant la Chambre des appels correctionnelle et la Cour d'appel de Grenoble. On ouvre une page sport désormais, à commencer avec les BDL qui ont battu Bordeaux jeudi soir à la patinoire Pôle Sud. Victoire 4-2 pour les hockeyeurs grenoblois. Ils se retrouvent donc à la 3e place du podium de la Ligue Magnus, place qu'ils essaieront de défendre une nouvelle fois ce vendredi soir à Pôle Sud où ils affronteront le club Anglette à 20 h. Pas de victoire pour eux, malheureusement. Jeudi soir, le FCG recevait Perpignan au Stade des Alpes. Une rencontre serrée qui n'aura pas basculé du côté des Grenoblois. Résumé avec Thibaut Jean-Pierre.
L'affiche est belle et n'a pas déçu. Ce soir-là, les deux meilleurs ennemis, Grenoble et Perpignan, s'affrontent dans un stade des Alpes vide. Même si l'ambiance habituelle de ce choc n'est pas au rendez-vous, le spectacle est bien là sur la pelouse. Avec une mauvaise entame de match, les Grenoblois souffrent et sont imprécis face à des Catalans sans pitié. On leur donne 14 points au début du match sur des erreurs, des plaquages manqués, des ballons tombés, et ils les ont très bien exploités. Voilà, malgré ça, on arrive quand même à recoller, mais contre des équipes comme ça, c'était trop juste. Juste avant la pause, un petit essai sépare Grenoble de l'USAP. Les prouesses du jeune Ange Capuozzo, avec encore une course folle, remettent le FCG dans le droit chemin. D'autant plus que les Perpignanais rentrent au vestiaire réduit à 14 après un carton rouge contre leur demi de mêlée pour un mauvais geste. Ouais, du réalisme, bien sûr, du réalisme, parce que je pense qu'en début de deuxième mi-temps, on fait une très bonne entame, mais voilà, comme souvent un petit peu cette saison, on pêche sur la finition. Dès qu'on est près des lignes ou qu'on a des ballons importants, soit on ne joue pas le coup comme il faudrait le jouer, ou on perd le ballon, ou un placement qui est approximatif. Il y a toujours un petit truc, un petit grain de sable qui enraye la machine. Donc si on veut aller plus loin, il faut à tout prix gommer ça. Je pense qu'on a encore notre destin entre les mains, mais voilà, on attendait ce match avec impatience, mais on ne répond pas présent aujourd'hui sur plusieurs détails. Après voilà, il reste encore des matchs, il reste encore quelques matchs où on peut encore prendre des points. Donc voilà, il faut pas changer notre vision des choses, de continuer à vouloir être dans les 6 et puis se remettre au travail dès la semaine prochaine pour essayer de taper au Yona ici. Pourvu que cette défaite, 20-28, définisse les nouveaux axes de travail pour les semaines à venir et renforcer le niveau d'un FCG combatif qui peut encore garder tous ses espoirs de monter en top 14. Et le sport sera à l'honneur ce week-end sur Télé Grenoble avec 2 événements spéciaux. Le premier samedi à 21h, retrouvez les trophées de l'OMS. Grenoble honore ses clubs sportifs. L'Office municipal des sports décerne sur notre plateau ces trophées aux athlètes et clubs sportifs grenoblois qui se sont bougés tout au long de la crise sanitaire et qui n'ont jamais baissé les bras. Une remise de prix à suivre samedi à 21h sur notre antenne. Autre événement à ne pas manquer, dimanche, la Belle Étoile diffusée en direct des Sept-Lô à partir de 9h30. La Belle Étoile est l'une des plus belles courses de ski alpinisme des Alpes. Cette année, elle compte pour la Coupe de France et sera retransmise pour la première fois à la télévision avec la participation exceptionnelle de la star de l'ultra-trail François Daen. La Belle Étoile emprunte un parcours spectaculaire tracé sur les arêtes du massif des Sept-Lô. C'est à ne pas manquer dimanche de 9h30 à midi. Dans la nuit de samedi à dimanche, n'oubliez pas de régler vos réveils et vos horloges avec le passage à l'heure d'été. Il faudra avancer les aiguilles d'1 heure. En revanche, inutile de faire cela avec les horloges solaires. L'une d'entre elles se trouve au lycée Stendhal à Grenoble depuis plus de 3 siècles. Classée monument historique en 1920. Visite et explications avec Lilian Veillé. Bien caché derrière la façade de la cité scolaire Stendhal, on peut découvrir l'une des dernières horloges solaires grenobloises. Très utilisée au XVIIe siècle, celle-ci est particulière. Elle fonctionne avec un cadran à réflexion. L'horloge n'est pas à l'extérieur, elle ne reçoit pas les rayons du soleil directement, mais justement les rayons du soleil sont réfléchis à l'intérieur au moyen de 2 miroirs placés sur les rebords des fenêtres. Créée en 1673 par le père jésuite Jean Bonfat, l'horloge est orientée plein sud. 2 miroirs de 6 cm de diamètre reflètent les rayons du soleil sur les murs des 2 côtés de l'escalier. Il suffit alors de repérer le point lumineux pour lire l'heure en suivant les lignes, sachant que les traits noirs les plus épais symbolisent les heures pleines. Les lignes noires plus fines, ce sont les demi-heures. Donc entre 8h et 9h, vous avez 8h30. Donc 8h, 8h30, 9h, 9h30, 10h, 10h30. On peut lire l'heure entre 7h30 et 16h30 quand il y a du soleil. D'un style baroque propre au XVIIe, l'horloge comporte des couleurs et des formes qui la rendent plus lisible, mais elle reste tout de même très difficile à comprendre. C'est un endroit magnifique, alors les explications étaient parfaites, mais j'avoue qu'il faut quand même un petit peu de science pour pouvoir lire toutes ces données. Mais c'était vraiment très intéressant. C'est une visite très technique, en tout cas pour ma part. J'ai appris quelque chose, mais si vous me demandez de le réciter, je suis incapable. Avec toutes ces lignes, l'horloge ne se contente pas de donner l'heure exacte du lycée Stendhal. Elle indique aussi le nombre d'heures écoulées depuis le lever du jour, le mois, la saison, le signe astrologique ou encore le jour lunaire. Une visite guidée riche en informations pour des visiteurs ravis d'accéder à nouveau à des lieux culturels.
Vu le contexte, c'est difficile d'appréhender les lieux culturels. Je suis, comme beaucoup d'autres aujourd'hui, en manque de culture, donc j'ai eu besoin de venir faire cette visite. Et puis parce que je ne connaissais pas cet endroit, bien que grenobloise, j'avais envie de le découvrir. Au XVIIe siècle, l'Isère était l'un des départements qui possédait le plus de cadrans solaires. Et celui du lycée Stendhal a été classé à titre d'objet des monuments historiques en 1920. Une visite de l'horloge solaire est prévue tous les derniers samedis du mois à 14h30. La prochaine, c'est donc samedi 27 mars. Vous pouvez vous inscrire en ligne ou directement à l'Office du tourisme. En ces temps de crise sanitaire, difficile pour les élèves de penser à leur orientation. Du lundi 29 mars au mercredi 31 mars, l'Académie de Grenoble organise le printemps de l'orientation. Bonsoir Sandrine Goasmat. Bonsoir. Vous êtes directrice de Centre d'information et d'orientation. Ce printemps de l'orientation, c'est une première. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'événement ? Ben oui, c'est une première, c'est une volonté du ministère qui se décline dans toutes les académies. Mais sur Grenoble, écoutez, on propose sur 3 jours, je crois à peu près plus de 60 événements pour que les jeunes puissent approfondir leur connaissance des métiers, des formations, du monde économique et puis de tout ce qui existe autour d'eux. Voilà. Donc 3 jours où ils vont pouvoir, on va leur proposer déjà un petit positionnement, savoir où ils en sont, quels sont leurs besoins. Est-ce que sur les formations, ils sont au clair? Est-ce que sur les métiers, ils sont au clair ou pas? Et suite à ce positionnement, ils vont pouvoir s'inscrire. On leur propose différents programmes selon leur niveau. Où ils vont aller piocher. C'est-à-dire que c'est très individuel. Ils sont guidés par leur professeur principal, évidemment. Mais selon leurs besoins, ils vont aller piocher. Moi, j'ai besoin de savoir un petit peu plus sur ce que c'est que cette formation STI 2D, par exemple. C'est un bac technologique. Ou moi, j'ai besoin d'en savoir un peu plus sur Parcoursup. Ça me fait un peu peur. Donc, je vois qu'il y a une initiation qui est proposée à telle heure, etc. Ou j'ai entendu parler d'un campus numérique. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, je peux m'inscrire. Donc, il y a un programme par niveau pour les élèves tant de lycée général que professionnel technologique et également un programme pour les parents parce qu'on sait qu'ils sont un petit peu inquiets également. Alors, on en reviendra juste après, mais c'est vrai que c'est important cette année d'installer ce printemps de l'orientation. On sait que c'est une année où à l'habitude, on a des salons de l'orientation, des portes ouvertes où il y a du contact. C'est plus difficile peut-être cette année pour eux de se projeter dans l'orientation? Alors, ce qui reste vrai, c'est qu'ils ont leurs professeurs principaux, ils ont les psychologues de l'éducation nationale qui sont là pour les guider au quotidien, parce que là, heureusement, le présentiel est maintenu. Mais il est vrai que tous ces salons n'ont pas pu se faire en présentiel. Ils ont été développés en distanciel, mais effectivement, le contact n'est pas le même. Donc, ce qui nous a semblé, nous, important au niveau du pilotage dans l'Académie de Grenoble, c'est que ces actions-là, elles ne soient pas encore sur... de la vidéo à regarder où on est seul, tout seul devant son écran, mais plutôt qu'on se connecte, mais on a toujours quelqu'un pour répondre à vos questions. Donc il y a toujours un échange, une interaction possible. Parce que c'est ce qu'on voit en fait chez les jeunes qui est très manifeste en cette période, c'est qu'ils ont un fort besoin de contact. Alors, en plus, le but de ce printemps de l'orientation, c'est de répondre à leurs questions, mais aussi de leur présenter le champ des possibles, si je puis dire. C'est vrai que l'orientation, c'est soit on sait, soit des fois, on ne sait pas du tout. Oui. Oui, c'est même souvent, on ne sait pas du tout. Donc, on a justement des ateliers qui ont été créés spécifiquement pour ces élèves-là dans les centres d'information et d'orientation. On peut retrouver tous ces programmes sur le site de l'Académie, mais également dans les établissements scolaires qui vont les afficher sur leur espace numérique. Et donc, il est conseillé de s'inscrire parce que souvent, là pour le coup, sur un atelier qui va se dérouler en présentiel dans un CIO, le nombre de places est restreint, mais voilà, ces ateliers sont là justement pour aider à faire le clair, à y voir plus clair, sur... moi, en fonction de qui je suis, de ce que j'aime faire, de ce que je n'aime pas faire, quelle voie s'ouvre à moi. Oui, c'est à des sessions, on ne l'a pas dit, enfin, c'est des secondes et des premières, c'est ça? Seconde, première et terminale. D'accord. Oui, tout à fait. Et est-ce que vous trouvez que, au vu du contexte actuel, les élèves sont peut-être plus angoissés ou stressés par cette orientation qui est déjà, en temps normal, une étape un peu compliquée du lycée? Et oui, c'est compliqué parce que c'est un moment de choix. À chaque fois qu'on doit franchir une porte, ça veut dire qu'on en referme d'autres. Donc, c'est toujours un petit peu stressant. Et même en tant qu'adulte, on n'est pas bien à l'aise avec ça. Donc, a fortiori chez les jeunes.
Est-ce qu'ils sont plus stressés cette année? Je ne sais pas. C'est plutôt qu'ils ont besoin d'avoir des échanges. Et on remarque que les demandes de rendez-vous, par exemple, sont beaucoup plus nombreuses que les autres années. Je crois qu'ils ont besoin d'être accompagnés de façon plus forte que les autres années. Alors, vous le disiez, cet événement, c'est le printemps de l'orientation. Ça aura lieu dans les différents lycées de l'académie, mais c'est aussi à destination des parents qui jouent aussi un élément super important de l'orientation. Ben oui, c'est capital. Ils accompagnent, ils guident. Et on sait que c'est aussi un travail de parents compliqué, justement, d'être là, d'ouvrir sans faire le choix à la place de son enfant, puisque ça reste le choix de son enfant, mais en même temps de guider avec sa propre expérience. Donc, on a pensé un programme également pour les parents, pour les outiller, parfois sur certaines... on parlait de Parcoursup tout à l'heure, il y a une application, c'est toujours intéressant de voir comment ça fonctionne et dédramatiser un petit peu cet outil-là. On a des ateliers qui s'appellent « Comment j'accompagne mon enfant », par exemple, dans ce choix-là. Alors, on le disait, cette année est un peu particulière. Les cours sont en distanciel, les élèves ne sont donc pas toujours là. C'est facile quand même d'arriver à répondre à leurs questions sur l'orientation. Ce contact se fait quand même malgré cette crise sanitaire? Alors, les cours, on dit pour certains élèves sont en hybride, et puis d'autres sont revenus complètement en présentiel. Tant les enseignants que les psychologues de l'éducation nationale en spécialité orientation sont toujours présents. Donc là, pour le coup, un élève peut demander un rendez-vous et être accompagné comme dans une année lambda, je dirais. Vous remarquez qu'il y a plus de demandes, peut-être? Beaucoup plus de demandes, oui. Donc attention, ça veut dire plus d'attente aussi pour obtenir son rendez-vous. Merci beaucoup Sandrine Goasmat d'avoir été notre invitée. On rappelle, le printemps de l'orientation, c'est du lundi 29 mars au mercredi 31 mars. C'est la fin de ce JT. Merci à tous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée ainsi qu'un très bon week-end.